Salut, bienvenue dans Backcheck, le débrief. On va revenir sur les demi-finales et tout est dit, Stéphane. C'est incroyable. On connaît ce soir le nom des deux finalistes. Oui, ce sera Lugano contre Zurich. Si la messe a été dite rapidement du côté de Lugano, du côté de Zurich, ça a été au bout du suspense en prolongation. Oui, une prolongation complètement folle. On va revenir, bien sûr, sur cette affiche de finale, sur cet acte 6 qui aura été finalement déterminant pour les équipes qui ont joué à domicile. L'avantage de la glace, tiens, on verra en finale, justement. Ça, si c'est un véritable avantage, on va revenir bien sûr sur ces déqualifications avec nos invités. Et puis l'image du jour, eh bien c'est le HC Lugano bien sûr. Et puis aussi, vous l'imaginez bien, cette qualification zurichoise. Et oui, la joie de la courbe sud qui permet évidemment à Lugano, notamment au niveau du soutien, dirait-on, pour ses joueurs, et bien tout simplement de fêter cette qualification. On va y revenir parce que quand même le retournement de situation, rappelez-vous, dans une série, il y a Zurich qui dominait, le CP Berne qui a fait la course en tête quasiment pendant toute cette série, alors que dans l'autre, c'est Lugano qui a versé la tendance. On va analyser tout ça en compagnie de nos invités, en compagnie de Gilles Montandon, en compagnie de Geoffrey Vauclair. Messieurs, préparez-vous, on est dans les starting blocks, on va revenir sur cet acte 6 bien sûr, surtout tirer aussi les conclusions et faire l'analyse finalement des séries de ces deux demi-finales. On commence avec Lugano-Bienne. La première chose du côté de Bienne, c'était le retour de Jonas Hiller dans la cage qui a connu un début de match cauchemardesque. Je pense que même dans ses pires cauchemars, il n'aurait même pas imaginé ça, Gilles Montandon. Vous imaginez, vous restez 40 secondes sur la glace, vous êtes déjà allé chercher 2 fois le puck, vous n'avez pas fait un arrêt et il y a 2-0. Terrible. Ouais, c'est vrai que quand vous jouez votre place pour une finale, en tout cas pour avoir un 7e match, et puis qu'après 40 secondes, vous en prenez 2, vous n'avez encore pas touché le puck, c'est vrai que ça peut être dramatique, mais voilà, c'était 2 faits de jeu. Après ces 40 secondes, il y a encore 59 minutes pour se refaire et ils se sont quand même pas mal débrouillés par la suite. Pendant un moment, je veux dire. Pendant un moment. Pendant un moment, ouais. C'est exactement ça pendant un moment, mais ces buts de Hoffman et de Valker, c'est terrible parce que quand même, Geoffrey Vauclair, il se joue là, ce match. Ce match-là, en tout cas, il se joue là. Ça résume peut-être aussi Lugano, en tout cas sur les dernières années, les 3 dernières années ont aussi de l'expérience en play-off. Et ça, c'est hyper important. Bien, voilà, c'est une équipe qui est quand même jeune. Ils se qualifient pour la première... Je crois que l'année passée, je ne suis pas sûr qu'ils soient qualifiés pour les play-offs, même si c'est cette année que la première fois qu'ils se qualifient depuis qu'ils sont de retour. Bien ou même l'année passée, non, je crois qu'on n'a pas fait les playoffs. Donc, en tout cas, c'était une demi-finale historique. Voilà, exactement. Donc l'expérience, au bout d'un moment, ça se paye. Malheureusement pour Bienne, ça ne s'achète pas, ou ça s'achète, mais très cher, pour avoir des joueurs qui ont un niveau international ou d'un gars comme Forster. Mais peut-être qu'un Forster, il en fallait peut-être 2 ou 3. Ce qui est le cas du côté de Lugano. Donc ça a fait aussi la différence là-dessus. Oui, Lofquist qui va réduire la marque. Lofquist qui était aligné ce soir en l'absence de Mick Flicker, qui est toujours hospitalisé. C'était un petit peu le but de l'espoir à ce moment-là du match. Franchement, à 2-1, rien n'est perdu après 20 minutes de jeu. Vienne, en effet, qui offensivement a fait finalement un assez bon match. Défensivement, ça a été quand même plus compliqué pour ce HC Bienne, qui va ensuite prendre le bouillon. Et puis, Geoffrey nous l'avait dit durant le live, si vous étiez avec nous, la différence en deuxième période, elle va se faire notamment sur les situations spéciales, messieurs. Parce que c'est clair que ce soir, peut-être qu'à 5 contre 5, c'était pas si évident finalement la domination, on va dire, du HC Lugano sur l'ensemble de la rencontre. Par contre, la situation spéciale... Ouais, comme on l'a expliqué avant, les situations spéciales ce soir ont fait la différence. On le sait que dans les playoffs, c'est une chose. Si tu n'es pas bon avec... on disait les gardiens ne sont pas bons. Puis en plus, si peut-être ton powerplay ne marche pas, c'est compliqué. Alors on a parlé beaucoup d'Hiller, mais il ne faut pas relever aussi la demi-finale qu'a fait Mercy Kings dans les buts de Lugano. C'est vrai que Hiller attire pas mal les caméras et les commentaires sur lui. Mais Mercy Kings a fait un
des très bons matchs, à part les deux premiers, on est d'accord. Mais rappelez-vous, quand même, dans le quart de finale, c'était déjà le powerplay de Lugano qui avait quand même fait la différence face à Fribourg-Gotteron. Et là, le tournant, bien sûr, c'est ce fameux acte 3, Bienne qui mène ce match, qui a 5 minutes tout dehors. en main, etc. C'est la rencontre qui se tourne. 5 minutes dehors, la pénalité stupide à Morer, puis la pénalité stupide à Forster. Ces 3 pénalités-là mises ensemble, ça a tourné la série. Je pense que Écoutez, avec du recul, c'est toujours facile à dire. Oui, hein? oui, bien Mais à ce moment-là, la série a vraiment tourné. On menait, tout était beau pour Bienne, il faisait soleil à Bienne. Et comme par plus de hasard, brouillard. Lugano retrouve son powerplay à ce moment-là. Et tout à coup, Aussi. bam, bam, bam. Bon, Et puis- elle a tourné là, elle aurait pu tourner plus tard. Oui. Elle n'a pas tourné avant, elle a tourné là. Est-ce qu'elle n'aurait pas pu tourner plus tard? Parce que Lugano, je veux dire, il y a quand même, au niveau de la solidarité, là, c'est vraiment. Je ne dis pas que Bienne ne sont pas solidaires du tout, ou n'est pas solidaire, mais c'est vrai, du côté de Lugano, là, je veux dire, c'est vraiment un super travail de groupe. On voit la détermination. Je veux dire, tout le monde est content quand il y a un goal qui se marque. Voilà, ils avaient quand même un petit peu cette euphorie où ils voulaient aller chercher une place en finale. Hein. Est-ce que ce Bienne-là n'était pas tout simplement au bout du rouleau? Écoutez, moi, je pense que ce Bienne-là a connu une saison exceptionnelle compte tenu de ses moyens, de ses capacités. On le rappelle, tout le monde les mettait autour de la barre, voire en bas, légèrement au-dessus. On a connu une saison out of this world dans une planète qu'on les reconnaissait pas. Tout le réussissait, tout un changement d'entraîneur, tout a tourné sur des roulettes. Étonnamment pour tout le monde, on a gagné contre Davos contre un Davos, pas si fort que ça en défense au centre, les gardiens, c'est plus le Davos de la belle époque. Et là, je pense que simplement, ils étaient en bout de course. Ils ont eu le maximum, ils ont été au maximum de leur capacité. Est-ce que ce serait pas simplement ça? Il me semble aussi que pendant cette saison, justement, quand on pensait que Bienne allait commencer à tousser, ils arrivaient toujours à remettre la deuxième, puis à repartir de l'avant. Et puis il y a eu aussi ces changements d'entraîneur où des fois ça fait plus de dégâts que de bien. Et ils ont bien géré ça. Hein. Martin Steinegger a fait des bons résultats. Et la chose qu'ils ont bien fait, c'est qu'ils n'ont pas dit « écoute, ça va bien, reste derrière l'avant ». Non, il s'est retiré quand il fallait, il a trouvé un coach et chacun son boulot, on dira. Et ça, moi, je trouve que Bienne a bien géré cette situation. Magnifique. Hein? Alors, avec le perte de rendement que tu évoquais, Stéphane, arrivent aussi les blessures, les suspensions, une gestion de groupe plus compliquée aussi pour Antti Tormenon. Et le gardien, quand même, ce soir. Et franchement, on se posait la question déjà lors du dernier acte. Lors du dernier acte, on s'est dit, franchement, est-ce que Bienne peut gagner sans Jonas Hiller? La réponse, ça a été non. Il a fait un bon match à Lienpo, bien sûr. Mais Jonas Hiller a été correct ce soir, sans plus, comme le match. Correct, il finit à 69, à 69%. Septembre, c'est ça. Non, il n'a pas été... sur les 4 derniers matchs, il est à l'image de son équipe, pas transcendant, pas décisif. Mais est-ce que, tu sais, je parle souvent, on rigole beaucoup avec cette fameuse-là de la loi de la moyenne. Tout tournait sur des roulettes, puis pas de blessure. Rayala qui marque des buts, qui danse sur la tête. Hiller qui arrête des pucks. Moi, je me rappelle des derniers matchs de la saison régulière, des 3-4 poteaux par match. Et puis là, tout d'un coup, tu te dis, là, ça ne peut pas tourner tout le temps comme ça. On le disait, on l'évoquait, nous, c'est un jeu, ça reste un jeu. Et à un moment donné, tu ne peux pas toujours avoir la rondelle qui arrive sur ta canne au bon moment. Personne de blessé. Là, tout à coup, il y a des blessés. Lui, il reçoit un puck dans le front. Ah, mais ce qui est dramatique, c'est pourquoi tout d'un coup ça se casse, quoi. C'est ça qui est juste extraordinaire. Je veux dire, il n'y avait aucune raison, tout allait bien. Alors, tu as cité le fait qu'il y a eu des indisciplines, qu'il y a eu des jeux de puissance, ils ont pris des goals, tout d'un coup ça a tourné là. Mais je veux dire, quand tu es dans une euphorie pareille, comment ça se fait Mais l'euphorie ne peut pas durer sur une telle longueur. Si je ne me trompe pas, les 15 derniers matchs de la saison, Bienne a été la meilleure équipe, 2 défaites, quelque chose comme ça. C'était une euphorie, mais quasi... incroyable pour une équipe comme Bienne qui est quand même bonne, mais c'est pas non plus une grosse cylindrée de championnat au niveau de l'effectif individuellement. Donc, tout tournait, 3e, 4e bloc. Les gens, quand les étrangers ne marchaient pas, c'était les autres. Et puis tout à coup, pam, ça a cassé tout le monde. Parlons de Lugano maintenant, si vous le voulez bien, parce que évidemment, s'il y a un vaincu, il y a un vainqueur. Et pour avoir un vainqueur, quand vous êtes mené 2-0 dans la série, autant Bienne, ça a fait la crêpe, comme tu as dit, autant du côté de Lugano, le soufflet est pas redescendu, finalement, est enfin monté. Et ça coïncide quand même avec le retour dans l'alignement d'un homme, toute la différence, on est d'accord, mais la Younan. Geoffrey Vauclair, vous connaissez bien cette équipe du HC Lugano. On apprécie ce joueur, enfin on l'a vu pendant toute la saison régulière. Et on s'est dit après les quarts de finale, dans ce début de demi-finale, sans la Younan, on a l'impression qu'il manque le playmaker, qu'il manque le moteur finalement du côté Lugano. Il revient, 4 victoires dessus.
Ouais, c'est un peu, comme j'ai dit avant, c'est un peu le catalyseur, hein, Slavunen. En défense, pas d'erreur, toujours des bonnes décisions. Il met jamais le puck où ça fait mal à son équipe. En zone offensive, bon, on l'a vu plusieurs fois ses actions, il a une protection du puck très intelligente, il va où ça fait mal, il embête les gardiens, parce que c'est clair qu'un Hiller, s'il voit le puck partir, il va l'arrêter. Mais quelques buts aussi contre Fribourg, le gardien de Fribourg, celui de Bienne, ont pris des goals parce qu'ils n'ont pas vu le puck partir, parce qu'il y a cette montagne de Lajunen qui fait combien 1m90, machin, il est immense. Donc, je veux dire, voilà, ça fait toute la différence, quoi. Si vous n'êtes pas prêt à avoir des gars comme ça qui veulent se faire mal, et la chance de Lugano, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années en arrière, où on disait le Grande Lugano, ils avaient beaucoup trop de joueurs qui voulaient porter le puck. Et là, ils en ont moins, ils en ont plus qui se font mal. Reuil qui se met dans les shoots, Sanitz, Lapierre, oui, il marque des goals, mais il fait un gros boulot. Lajunen, Valker, en défense aussi. Ça joue simple et ça sort le puck. Quand il faut. On le voit, le but qu'ils prennent, le Lugano, le premier but qu'ils prennent, il y a une faute sur Wellinger. Autrement, jusque-là, il n'y a pas d'erreur d'un défenseur de Lugano, quoi. Bah tiens, on parle de défenseur de Lugano. Moi, je vous propose, on continue de parler du HC Lugano, mais avant cela, une réaction, bien sûr, sur cette qualification du côté du HC Lugano. On va écouter tout de suite les réactions de Julien Vauclair. Julien Vauclair, qualification face à Bienne. C'est vraiment une série un peu particulière. Vous étiez mené 2-0, même 3-0 dans le troisième match. Et vous finissez vraiment à fond du côté de Lugano. Oui, je pense que dès le début, on savait que ça serait une série qui durerait. On a été pas mal critiqué en début de série parce qu'on joue un jeu un peu physique. Et puis je pense qu'à la fin, c'est ça qui a fait la différence. On a vu qu'on a continué à aller dans la zone, à forechecker, à frapper, tout en restant correct. Et puis à la fin, c'est ça qui a payé. Je crois qu'on a donné une bonne leçon de sport à beaucoup de monde cette dernière semaine. Il n'y a pas beaucoup de monde qui croyait en nous, à part les 40 personnes dans notre vestiaire. Et puis c'est quelque chose de magnifique. Mais à la fin, c'est un pas de plus, mais il y a encore du boulot. Voilà, maintenant, il faut le titre derrière, il faut gagner. Là, vous allez un peu récupérer, prendre quelques jours pour attaquer cette finale contre Zurich ou Berne. Oui, bon, demain sera un jour de repos. On va profiter de cette victoire, de ce moment ce soir. Et puis, à partir de demain, ça repart. Parce que, comme j'ai dit avant, l'objectif, c'est pas celui-là. C'est clair que souvent, les gens rigolent quand les sportifs disent qu'il faut prendre un match après l'autre, on verra. Mais je pense qu'une fois de plus, on a montré que ça a une certaine valeur de dire ces choses-là. Et puis, en tant que sportif, on y croit. Donc, on a fait le deuxième pas, mais il y a encore beaucoup. Merci beaucoup, faites bien. À bientôt. Bon, c'est un message pour nous, ça. Vous avez beau, je l'ai ressenti comme ça. J'ai jamais vu aussi expressif que ça, mon frangin. Je pensais presque qu'il allait nous faire un sourire à un moment. Moi, j'ai cru qu'il allait citer ton nom, Stéphane. Hein, la dit Rochette, il dit toujours ça, match après l'autre et tout. Mais c'est vrai. C'est vrai, tu peux pas jouer. C'est le moment présent, mais c'est une vérité. Mais c'est vrai que, bon, on nous le sert souvent, mais il a raison. Encore un mot sur Lugano. Lugano en finale. Avant l'attaque de ces playoffs, on s'est dit, face à Fribourg-Gotteron au quart, ça va être compliqué. Burgler, Chiesa, Brunner, blessé. Ensuite, la blessure de Lajunen. Franchement, on parle souvent de blessures qui peuvent tourner finalement une équipe. Est-ce que Gilles, finalement, maintenant, du côté de Greg Ireland, avec toutes ces données, avec tous les rôles, et Geoffrey l'a dit, hein, ces joueurs, des gratteurs qui viennent, pas forcément des porteurs de puck, on sent que cette équipe, chaque joueur a assimilé finalement son rôle, connaît sa partition sur le bout des doigts, et en fait finalement une équipe homogène. Oui, absolument. C'est une équipe qui me plaît bien. Pour rebondir sur ce que disait Geoffrey, le seul vrai grand artiste, c'était Claesen. Et de surcroît, c'est un gars qu'ils n'ont pas aligné parce qu'il rentrait probablement plus dans les plans. Parce qu'avoir un vrai grand artiste qui travaille un petit peu moins et qui joue beaucoup sur le talent, dans une équipe de ce gabarit-là, avec cette configuration-là, vaut mieux des gratteurs, vaut mieux des gars qui vont au charbon. On peut discuter après si c'est beau ou pas beau, mais voilà, les résultats sont là. Et c'est une équipe, là, on est passé par là, je sais ce que c'est, aller jouer une finale, je veux dire... ça commence à titiller. Hein. Alors, être en finale, c'est bien, mais le mieux, c'est d'aller la chercher puis de la gagner. Moi, il y a un truc que je me réjouis de voir. On va passer au pronostic après. Mais est-ce que Lugano pourra jouer cette carte physique-là contre Zurich?
beaucoup plus compliqué. Ça va être une autre paire de manches, parce qu'il y a des gros bonhommes. Hein, Zurich va répondre. Zurich va répondre. Ils peuvent, il y a des gros bonhommes. Par contre, il vaut peut-être mieux aller chercher Zurich sur le jeu physique que sur le jeu tic-tac-toe. Donc, voilà, c'est un choix qu'ils devront faire. À voir, on va en parler évidemment d'ici quelques instants. Avant cela, on va revenir sur Bienne, parce qu'on a aussi une réaction, bien sûr, du côté biennois. Il disputait son dernier match, normalement, sous les couleurs zélandaises. On va bien sûr parler de Benoît Yecker. On va l'écouter à l'interview. Benoît Yecker, l'histoire de ce match, c'est beaucoup l'histoire du début. Comment vous expliquez cette première minute catastrophique? Il n'y a pas beaucoup de mots pour expliquer, c'est juste 2-0. Puis bon, commencer le match dans une situation comme ça, c'est vraiment pas l'idéal, on va dire comme ça. Après, ça reflète un peu les derniers matchs qu'on a fait, c'était un peu en dents de scie. Donc c'est vrai que, on n'a pas été pendant plusieurs matchs à fond, pendant 60 minutes ou concentrés. Puis c'est à ce moment-là que Lugano marquait à chaque fois les goals. Et puis après, à chaque fois, c'est de revenir après le score. C'est difficile. Une série que vous menez quand même 2-0. On se dit que vous avez vraiment tout en main. Et puis au final, quelque part, vous craquez un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui s'est cassé? Le ressort s'est cassé à un moment donné? Je ne sais pas trop ce qui s'est cassé, mais en tout cas, quand on mène une série 2-0, puis on a l'avantage de la glace encore pour le troisième match, on doit faire le 3-0. Bien, au moins, on doit aller jusqu'au troisième point de la victoire. Donc je ne sais pas là, ce qui s'est passé. On a commencé à prendre des pénalités stupides un peu, qu'on ne faisait pas avant. On a pris pas mal de goals quand nous, on était en powerplay. Donc ça, c'est des choses qui ne doivent pas se passer en play-off. Quand même, si on regarde la saison dans l'entier, elle est pas si mal. J'ai même envie de dire qu'elle est très bonne. Non, elle est très bonne. Après, voilà, terminer comme ça ne reflète pas trop notre saison. Donc ça, c'est quand même un peu dommage. C'est difficile de positiver dans ces moments-là. Ouais, surtout que voilà, ça se finit 6-1. Ouais, c'est pas une baffe, mais voilà, comme j'ai dit avant, ça reflète vraiment pas notre saison. Tout ce qu'on a fait pendant toute la qualification, qu'on a terminé 3e. Puis après aussi qu'on gagne 4-2 contre Davos, qu'on mène 2-0, puis qu'on termine comme ça, voilà, c'est un peu dommage. Merci, bonnes vacances. À bientôt, ciao. Ouais, les vacances, ils vont profiter évidemment les Biennois pour quelle saison du HC Bienne. On reviendra sur le bilan des 4 équipes romandes lors de nos soirées de finale. Dans nos studios, on aura le plaisir de recevoir à chaque fois 2 représentants des clubs romans et on fera avec eux justement un bilan complet évidemment de leur saison. Messieurs, Lugano qualifié, on va maintenant parler de la 2e équipe qualifiée, les ZSC Lions, qui avaient vraiment une belle occasion là aussi à domicile de valider leur ticket face au CP Berne. Ça a été à l'image de la série une nouvelle fois un match palpitant, saisissant, et des prolongations complètement folles qui n'auront pas duré longtemps. Mais avant ça, on monte le temps, Kevin Klein n'est pas là, suspendu, ça c'est la donnée de base, sinon pas vraiment de changement dans l'effectif. Du côté d'Hans Kosman, on a fait coup de sac finalement au niveau des lignes, mais c'est vite rentré dans l'ordre avec cette ouverture du score dès la 3e minute de Kunsley. Là aussi un joueur qu'on voit finalement beaucoup, Gilles Montandon, du côté des ZSC Lions dans ces playoffs. Oui, effectivement, c'est quelqu'un qui va crescendo. Là, il nous met un goal juste extraordinaire. C'est vraiment des joueurs hyper puissants. Hein. Ils sont malins dans le jeu. On a l'impression que c'est un peu ces joueurs de Davos là, qui sont hyper opportunistes, hyper physiques. Et ça travaille toujours à fond jusqu'au bout, ça lâche rien du tout. Et c'est vrai que des joueurs comme lui, ils en ont plusieurs à Zurich. C'était une histoire de poteau aussi, cette rencontre. Encore, hein, on parle souvent du hockey sur glace et ça se joue sur des détails. Prassel qui va toucher du poteau et à la 9e, c'est Bodenman à 5 contre 4 qui va égaliser. On a admire la passe de Gaëtan. Ouais. Ça, c'est un petit bijou de passe hein, quand même. Ouais, alors, comme on l'a dit avant, hein, je veux dire, il attire le regard sur lui. Il y a tout le monde qui pense qu'il va shooter. Et puis de l'autre côté, il met une superbe passe à Bodenman. Une belle pièce de jeu, comme ils disent au Québec. Belle pièce de jeu. Belle pièce de jeu, beau gabarit aussi. Et Calais Anderson qui va donner l'avantage au CP Berne, 14e minute de jeu. C'est Berne qui vire en tête dans ce match au Hallenstadion, après 20 minutes de jeu. En tout cas, Gilles Montandon, ce CP Berne-là, durant ces 20 premières minutes de jeu, ça a été 20 très bonnes minutes de jeu hein, quand même. Oui, effectivement, c'était beaucoup moins poussif que le dernier match et suivant lesquels encore. Donc effectivement, Berne était super dans le coup, ils réussissaient des choses, ils étaient bien inspirés, les passes étaient correctes. Au niveau de la tactique, ils étaient super bien en place. Giannoni fait son job dans son goal. Donc effectivement, Berne qui vire en tête après 20 minutes.
Alors bien sûr, quand vous êtes Zurich, puis que vous avez l'habitude de marquer 3, 4, 5 goals par match, je veux dire, voilà, vous en avez marqué qu'un, vous en prenez 2, il reste 40 minutes de jeu, il n'y a encore pas de péril dans la demeure. On n'est pas encore à l'heure des paris en ce qui concerne le futur champion parmi l'affiche de la finale, mais je peux vous dire qu'au niveau du titre de MVP des playoffs, il y a un garçon qui pour moi est en pole position, et c'est ce monsieur, c'est Fredrik Pettersson. Il est exceptionnel finalement dans ces playoffs, Stéphane, et c'est lui qui va encore pouvoir égaliser justement pour les Zurichois. Il est partout, Pettersson. Quand tu lui donnes une passe comme ça, à cette distance-là du goal, il rate pas souvent son coup. Hein. C'est Keane comme et elle est partie aussi vite qu'elle est arrivée, même plus vite. Regardez, bam, top shot, direct, aucune chance. C'est un gars qui tremble pas. Il a cette vista, regardez, bam, plein de lucarnes. Il a aucune chance, aucune chance. Meilleur buteur de la saison régulière, il faut le rappeler aussi, Pettersson. Et il le prouve encore en play-off. Hein. Et puis on a dit, Pettersson sans Nilsson, il ne va pas trouver l'ouverture, il ne va pas y arriver, etc., etc. Grosse possibilité, on le voit pour Gehring, la contre-attaque, et c'est Arcobello cette fois-ci qui va toucher du poteau Gilles Montandon. Ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. C'est aussi une la palissade, mais très honnêtement, cette série, j'ai envie de dire, ce match, surtout précisément, c'est peut-être là où les deux équipes étaient le plus proches, finalement. Oui, effectivement, c'est un match qui était hyper serré. C'est quand même fou à la fin que ce soit 4-2, parce que quand on voit la configuration des rencontres, je veux dire, on se dit pourquoi Berne a perdu. Alors bien sûr que c'était un poil en dessous. Comme je le disais, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas réussi à passer la seconde par rapport à la promenade de santé qu'ils ont eue pendant le championnat. Là, ils sont tombés sur un gros Zurich. Effectivement, par contre, pour en revenir au match de soir, c'était un match qui était hyper serré. Il y a eu des poteaux, il y a eu des lattes, il y a eu des rebonds, il y a eu, on verra pendant la prolongation. Je veux dire, ça tient à rien, quoi. Est-ce que le match était écrit d'avance ? J'ai presque l'impression. Hein. On arrive vraiment, alors maintenant, la période la plus chaude, c'est la prolongation. La prolongation, elle va durer 3 minutes, hein, même pas. Et ça va être complètement fou. On joue les premières secondes. Berne se porte à l'attaque. Il ne sait plus où est ce puck, Flueller, regardez. On a cru au but. Pourquoi on a cru au but, Stéphane ? Parce que Flueller... Il a arrêté le puck avec sa canne. Regardez bien, rebond du plexi, un peu capricieux. Le puck se retrouve sur la canne du Bernois qui est un peu emprunté du revers, la remet. Et Flueller, au dernier moment, il l'arrête sur la ligne avec sa canne. C'est beau, là, OK, hein, quand même. C'est beau, là. Est-ce qu'il a lâché la canne intentionnellement ou pas ? On aurait presque pu siffler un penalty. C'est sa canne qui arrête le puck. C'est la canne qui arrête le puck. C'est lui qui... Il faut quand même dire ce que j'ai dit ici sur le plateau, je vais le dire à l'écran, c'est que c'est un jet de crosse, si vous jetez votre crosse intentionnellement en direction du puck en zone de défense, là, typiquement, il allait rentrer, peu importe si c'est dans le demi-cercle du gardien ou non, c'est penalty. Mais la question est de savoir, écoutez, on voit il a la canne, elle touche par terre, elle touche la glace, puis tout à coup, il la laisse tomber. Écoutez, je pense pas qu'on peut donner ça. Mais si vous allez bite the book, là, ça serait vraiment une séquence. Mais sur ce coup-là, moi, j'ai l'impression qu'il lâche sa canne un peu, à la Dominique Hazek. Oui, il lâche sa canne, il veut prendre le puck. Avec le puck avec son Regardez, muscle, fixez-vous sur... Vous allez le voir au ralenti, vous êtes des juges, écoutez... Je ne pense pas qu'on peut donner un penalty sur ça, mais regardez comme il laisse tomber sa canne. Regardez sa main droite, regarde sa main droite, puis après, il va arrêter le puck comme ça. Moi, je pense qu'il laisse vraiment aller sa canne. Il veut peut-être la prendre, effectivement. Il laisse tomber sa canne pour le prendre avec le bloqueur, peut-être, effectivement. Ouais. On est bien d'accord qu'en live, c'est impossible à voir. l'arbitre. Ça se passe tellement vite. Faut quand même être honnête. Mais ils font quoi, les arbitres, là? Non, mais il arrive, on le voit derrière la cage. L'arbitre qui était derrière la cage, c'est un jeune Ébalaisen, première saison en Ligue nationale A. Il était bien placé derrière le but, il l'a fait tout de suite. Non. Moi, je ne dis pas qu'il faut donner pénalty, mais si vous regardez comme ça s'est passé, tu peux dire il laisse quand même tomber sa canne, c'est ça qui arrête le puck. Voilà. C'était une petite parenthèse. Le Big C, vous avez vu ce qu'il y a de meilleur. OK, il lâche sa canne intentionnellement ou pas, c'est un arrêt incroyable. Ouais. C'est des images formidables. Ça, on aura ça dans le best-of, évidemment, de la saison. Et puis, alors, dans la best-of des ratés de la saison aussi, messieurs, il faut m'expliquer, là. Pius Souter, Gilles, comment cela se peut? Ouais, effectivement, le pauvre gars, là... Regardez, il n'y a pas... Il se le chope. Ben, peut-être qu'il s'y attend pas. Il s'y attend pas. Il le prend au talon, là, juste derrière le talon de sa canne.
Probablement qu'il ne sait pas où il voit sortir le puck par rapport à l'angle de la jambière. Il ne le voit peut-être pas tout de suite arriver vers lui. Puis bien sûr, il précipite un petit peu. Mais c'est vrai, quand on a les images comme ça, il aurait pu tranquillo arrêter le puck et le mettre au fond par après. Puis là, qu'est-ce qu'on s'est dit? Nous, on s'est dit, on espère que Zurich va gagner. Pour lui. Pour lui, parce qu'il va en rêver longtemps de ce but-là. Il va se lever, il va se réveiller la nuit pour y repenser. C'est des images qui nous restent dans une carrière, je pense, que dans un moment comme ça. Et heureusement pour lui, il va bien dormir. Heureusement pour lui, il va bien dormir. Pas de somnifère. Et heureusement pour Zurich, Pettersson à la passe. Et cette fois-ci, on se retrouve quasiment dans la même situation. On va le voir avec Korpikowski. Korpikowski, le petit puck le long de la bande. C'est Pettersson qui va le récupérer. Le coup d'œil de Pettersson. Et cette fois-ci, pied sous terre. Il ne se fait pas prier. Il était complètement oublié, Stéphane. Il y a un joueur qui n'a pas pris son homme. Il y a eu une petite mésentente. Il faudrait analyser ça en détail. Mais la passe, regardez, flip pass, un petit saucer, comme on dit. Et puis là, il était exactement à la même place. Et pourtant, c'était plus difficile de la reprendre, celle-là. C'est ce que j'allais dire. Elle était plus difficile à mettre sur l'accident. Parce qu'elle est tombée, boum, puis il l'a levée juste au-dessus de la jambe. Il l'a pas contrôlé, celle-là. Il l'a pas contrôlé. Je peux parler de Pius Suter, sacré bon joueur de hockey. Petit gabarit, sens du jeu exceptionnel. On parle de Pettersson. Pettersson, il joue à l'aile, mais il a un sacré bon joueur de centre. Il a un but, une passe aujourd'hui. Et puis, si vous regardez le temps de glace, Kosman a utilisé presque... Pettersson et Pius Suter, les deux meilleurs attaquants, je pense, ce soir, ont joué 17 minutes. Ils n'ont pas joué 24 minutes, là. Ils ont joué 17 minutes. C'est pas... ça veut dire qu'il a fait tourner son banc, etc. Et puis, j'aimerais aussi dire aussi qu'il y avait deux juniors dans l'alignement du côté de Zurich. Miranda, qui a joué 9-10 minutes. Un jeune, il est au championnat du monde des moins de 20 ans. Sur la glace, lors du but gagnant, il y avait un jeune qui s'appelle Tim Bernie, 17 ans. Et ce soir, il a joué plus de 16 minutes et Seguer a joué 4 minutes. Est-ce que Seguer est en train de passer le flambeau au petit jeune? Passation de pouvoir. Passation de pouvoir. Seguer, 4 minutes, était clairement le 7e défenseur. Et Bernie, 16 minutes, 17 ans. Il est sur la glace en prolongation. On l'a vu même à quelques secondes de la fin. Exactement. Quelques secondes de la fin, il était sur la glace, engagement en zone de défense. Wow. Il est sur la glace quand il marque, Zurich en prolongation. On le voit aller il est là. Donc, il est là sur 17 ans. Vas-y, mon grand, on est en prolongation. Il y a toute la pression du monde, là. Si tu fais une connerie, Vas-y. Non, mais chapeau, le gamin. La ligne, on a vu Korpikowski, il était aligné. Pettersson, Suter, Miranda, ça c'était pour le début du match. On a vu Korpikowski ensuite. Ouais. Mais coup de chapeau, en effet, au niveau du coaching, coup de chapeau au niveau de ces jeunes. Et puis Pius Suter, on le sait et on le suit depuis 2-3 saisons maintenant. On sait que c'est un grand talent et je pense que ça sera vraiment un joueur dominant aussi dans notre championnat. On verra ça. Réaction à chaud à la suite de cette qualification des ZSC Lions. On va parler des défenseurs, on va en écouter l'interview. On va écouter tout de suite Dave Suter. Dave, vous réalisez, vous êtes en finale, vous venez d'éliminer le double champion en titre, le CP Berne, avec un but en prolongation, dans une folle prolongation. Quelles sont les premières impressions avec une telle ambiance ce soir au Wallenstadion? Mon Dieu, c'était incroyable. Dès que ce but est arrivé, c'était comme une délivrance. D'ailleurs, j'ai un peu perdu ma voix à force de crier. Mais on est super content en plus d'avoir pu gagner ici à la maison pour le public et d'éliminer Berne. Ouais, je suis vraiment content. Cette série était folle, passionnante à suivre. On l'a vu comment de l'intérieur? On se dit que ça va vraiment jouer sur des détails et qu'il fallait tout faire pour éviter un 7e match. Ouais, exactement. On savait que si ça ne jouait pas ce soir, aller après jouer le 7e match à Berne, ça allait être très difficile. Un peu nerveux, on va dire, je pense, des deux côtés, de la nervosité. Mais on a vu un beau match, beaucoup d'actions. On a vu à la fin, on a été sauvé aussi par une canne. Et après, droit derrière, aussi une grosse occasion pour nous. Puis on a réussi à marquer comme... Maintenant, quelques jours de repos, mais je vous parle déjà de votre futur adversaire. Ça sera Lugano. En finale, une belle affiche, là, encore. Ouais, une très belle affiche. On va déjà prendre dimanche, je pense, juste pour encore réaliser, prendre ce jour de congé. Et après, on va reprendre lundi sur des bonnes bases, parler de Lugano, regarder de la vidéo et être prêt pour quand on les affrontera. Merci à toi. Merci bien. Merci beaucoup. Alors Dave, un conseil, il faudra bosser le box-play. Hein. Mais il y a le temps, il y a dimanche encore avant de faire de la vidéo, parce que lundi, en effet, il y aura de la vidéo très certainement. Du côté des ZSC Lions qui se qualifient, le sourire, on l'a vu du côté des Suter, la déception quand même, bien sûr, là, à ce moment-là, sur le visage du prochain interlocuteur, à savoir Tristan Chervet, on l'écoute. Tristan, voilà, c'est officiel, Berne ne défendra pas son titre, n'ira pas chercher un 3e consécutif. Première réaction à chaud comme ça doit être une énorme déception de jouer ça en prolongation. Ouais, je pense. On a tout essayé.
Voilà, on savait que les prolongations pouvaient tomber des deux côtés. On a eu une grosse occasion au début, ils en ont eu une aussi. Puis après, ben voilà, petite erreur en défense qui coûte cher, qui coûte voilà, le championnat. Mais je pense que, je ne sais pas si c'est correct ce que je vais dire, mais après le match qu'on est revenu chercher ici à l'extérieur, je me suis dit que l'équipe qui passera dans ces demi-finales aura mérité. Je pense qu'ils ont tout mis sur la glace. On a tout essayé aujourd'hui aussi. C'est une très bonne équipe. Et puis voilà, ils méritent d'être en finale. Je reviens sur un mot que vous avez utilisé, les erreurs défensives. Celle de ce soir vous coûte le but en prolongation, mais il y en a une autre dans cette série. C'est ce qui explique l'élimination du CP Berne. Voilà, je pense que les erreurs, ça fait partie du jeu. Je pense que les goals qui se passent vivent des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Des fois ça passe, des fois ça casse. Zurich, c'est une bonne équipe. Et voilà, aujourd'hui, c'était l'erreur de trop qu'il ne fallait pas faire. Merci d'être venu, Tristan. L'erreur de trop du côté du CP Berne, en tout cas sur ce match, les erreurs défensives peut-être sur cette série. Mais Gilles, vous qui connaissez parfaitement, je sais, c'est ma phrase préférée en ce qui concerne le deuxième tournoi pour le CP Berne, mais annoncé comme vraiment grandissime favori, qui maîtrisait son sujet pendant la saison régulière quand même, on ne leur trouvait pas de véritable adversaire, on va dire en tout cas pendant cette saison régulière, qui a un quart de finale face à Genève Servette relativement tranquille, aisé, se retrouve face à Zurich sans trouver quoi? La solution tactique, sans trouver le moyen de passer sur ce cran finalement play-off. Qu'est-ce qui finalement a battu Berne? Nous, sur le plateau, on n'arrêtait pas de dire la seule équipe qui peut battre Berne, c'est Berne. Mais je pense qu'il y a aussi un peu de ça. Hein. Zurich est parti ou a continué de jouer crescendo. Et puis Berne, moi je les ai vus sur place pendant le championnat. De temps en temps, c'était pas toujours beau à voir. Je les ai vus sur place en play-off. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Alors bien sûr, une équipe, elle rentre dans ses play-offs. Normalement, elle doit quand même passer des étages pour y arriver. Elle doit augmenter son niveau de jeu. Et malheureusement, c'est vrai que Berne... Alors bien sûr, c'est une opposition qui est tout à fait acceptable. Je veux dire, ils vont se battre parce qu'ils ont les armes. Mais en fin de compte, sur des petits détails, sur cette abnégation, c'est cette volonté, il n'y a aucun joueur qui s'est surpassé. Il y a peut-être Bodenman, tout d'un coup, qui a fait pendant quelques matchs. Voilà. Il y a eu quelques joueurs, mais ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Est-ce que les très nombreux absents durant la pause olympique, est-ce que cette pause olympique, finalement... il y avait quoi, 13 joueurs, 13 ou 14 joueurs qui étaient absents du côté du CP Berne. Des joueurs qui ont disputé ces Jeux Olympiques jusqu'au bout aussi, qui ont laissé forcément beaucoup de force. Geoffrey Vauclair, est-ce que ça a penché finalement dans la balance? Non, je pense pas. Puis c'est pas une excuse à mon avis. Quand tu es professionnel, tu as l'habitude de jouer beaucoup de matchs. Ça m'étonnerait grandement qu'un joueur de Berne dise on n'a pas gagné le titre parce qu'on a dû faire ces Jeux Olympiques et puis on a perdu beaucoup d'énergie. Ils ont un contingent quand même, ces Berne qui sont quand même un super contingent. Moi, je pense, comme l'a dit Gilles, effectivement, le championnat, ça a été un peu picobello. Quand il fallait gagner les matchs, ils les gagnaient. Des fois, ils se relâchaient un petit peu, mais ils savaient très bien que c'était pas bien grave. Et puis tout d'un coup, Zurich contre Genève, ils n'ont peut-être pas eu l'opposition qu'ils auraient dû avoir. Puis ils ont arrivé contre Zurich où c'était presque un peu un mur un peu trop haut à escalader. Puis physiquement, Zurich était là, et c'était ça le gros problème des autres équipes qui jouaient contre Berne. Berne, ils étaient capables avec 4 lignes de jouer physique. Il n'y a pas beaucoup de clubs en Suisse qui sont capables de jouer en physique avec 4 blocs. Et Zurich, on voit vraiment la différence. Je veux dire, devant la cage, ça chamaillait un peu. Chaque fois que ça pouvait faire un check, ça faisait un check. Et Zurich a des gros gabarits. C'est ça aussi. Ils ont des gros gaillards, quoi. Et puis, moi, je pense aussi au duel de gardiens. Est-ce que Fleuler a gagné son duel contre Genoni? Le soir où Herzog a marqué 3 buts. C'est le match numéro 4, ça? Herzog a 3 buts. Oui. Genoni... Ça, on en a parlé avant le début de la série. Genoni n'a pas bien paru sur ce match. Le match numéro 4, il en prend 2 tirs poignets de Herzog. Pas de trafic. Un côté rapproché entre les gens. C'était ici, absolument, Gilles, je crois. Absolument, ouais. Et ce match-là a été un match pour moi, pour Genoni, où tu dis, bon, dans les playoffs, tu ne peux pas te permettre un match comme ça. Et il a été... Moi, je pense que Genoni, il a été juste correct. Sans plus. Pas mauvais,
mais pas transcendant. Bon, il a commencé aussi au JO. Il n'est pas resté longtemps dans son goal. Ouais. Donc voilà, il y a des années comme ça où vous ne pouvez pas tout gagner non plus. À un moment donné, il y a quelque chose où tu sens pas, tu n'as pas le petit truc en plus, et puis ça passe pas, puis tu tombes contre une équipe qui est de surcroît Zurich, qui l'a justement. Et en fin de compte, là, je pense que, comme tu disais, je pense que le mur c'était pas un mur, c'est une montagne. Hein. Messieurs, on est aux portes de la finale. On va passer le tableau des résultats de ces demi-finales. J'aimerais quand même attirer votre attention sur une chose alors qu'on découvre ce tableau. C'est que, comme en quart de finale, aucune série sera allée en 7 matchs. Ça aussi, c'est un constat. Finalement, voilà, il n'y a aucune équipe qui a plus souffert finalement que l'autre dans cette affiche de finale, puisque tant Zurich que Lugano, au niveau du nombre de matchs disputés depuis le début de ces playoffs, il y aurait une égalité parfaite. 5, c'est vrai. Exactement, c'est assez rare. Hein. Ça n'arrive pas très souvent. On verra. Mais les deux équipes sont sur une lancée, ça c'est certain. Hein. Je veux dire, Zurich est sur une lancée claire. Lugano a été très opportuniste contre Fribourg, il faut le dire, même chanceux par moment. Avec Mercekins les a tenus dans le match, dans les matchs où ils ont été débordés par Fribourg. Je pense qu'ils s'en sont super bien sortis. Ils étaient les étoiles étaient alignées pour eux. Contre Bienne, ils ont fait la différence parce qu'ils sont un petit peu meilleurs, je pense. Mais là, ils vont choper contre Zurich, ils vont se choper un gros morceau. Zurich. Les deux équipes sont sur une lancée, mais il me semble que Zurich va être vraiment difficile à traverser. OK, Stéphane, Zurich favori pour toi, si je résume sur cette finale. Gilles. Zurich aussi. Écoutez, j'ai mon frère qui joue à Lugano, je vais dire Lugano quand même. on parlait de gardien et de duel de gardien, là aussi ça sera un joli duel. Ça, Mercekins et Flueller, il n'y en a aucun qui a... Voilà, Mercekins n'a connu qu'un trou finalement dans sa série face à Bienne. Il est sorti, ça l'a déstabilisé à un moment, il est sorti du match une fois, mais c'est tout de suite repris après. Le match suivant, il s'est tout de suite repris. On dit de lui qu'il a ce côté où je m'en fous, c'est derrière, on continue. Il oublie rapidement. Marco Baron le disait, Tessinois, qui le connaît bien, c'est un petit gars qui il dort la nuit, il se couche le soir, il dort, réfléchit pas, on verra le lendemain, etc. Mais ça, t'as ou t'as pas. Hein. Il y en a des gens qui sont plus bileux que d'autres, etc. Puis, comme gardien, c'est mieux de ne pas être trop bileux. Il ne faut pas trop revenir en arrière comme gardien, ça c'est vrai. Et Flueller a beaucoup d'expérience. Flueller, on l'a beaucoup critiqué, il connaît des séries incroyables et il a gagné un championnat aussi. Oui, il s'est gagné. C'est ça aussi peut-être la différence. C'est quand même, ça fait quelques années que Lugano n'a plus gagné de titre. Zurich un petit peu moins longtemps quand même. On a le sentiment qu'il y a peut-être plus d'expérience aussi, finalement, dans une équipe. Alors même s'il a joué que 4 minutes ce soir, il y a quand même un Mathias Seger. Il y a le travail que tu fais sur la glace, puis il y a le travail que tu fais aussi dans le vestiaire, Gilles. Parce que s'il y en a un qui va leur expliquer comment gagner un titre, c'est quand même bien Mathias Seger. Ouais, c'est vrai qu'il est assez bien placé pour en parler, ce garçon-là. Puis lui, je pense qu'il est plus tellement autant ambitieux qu'avant. Maintenant, je pense qu'il fait son job. Juste content d'être là, je pense. Il fait son job, exactement. Il fait son job de capitaine. On a besoin aussi de ces gars dans un vestiaire. C'est hyper important. Hein. Alors, ils ont beaucoup de jeunes, mais ils n'ont pas, alors à part les deux que tu as cités, je veux dire, c'est quand ils sont dans une tranche d'âge où normalement, c'est là que tu dois rendre des comptes. Hein, entre 23, 28 ans, je veux dire, tu es à la force de l'âge. Hein, dans ce domaine-là, ça peut aller un petit peu plus loin. Mais c'est vrai que là, Zurich est une équipe complète. Et pour Lugano, ça va être un os, hein, effectivement. Mais Lugano aura l'avantage de la glace, à voir si c'est déterminant pour la première rencontre, ce premier acte. Vous l'avez compris, sortez votre agenda si vous ne le savez pas encore. Le rendez-vous est fixé à jeudi prochain pour l'acte 1 de ces quarts de finale. Rendez-vous bien sûr à 19h45 pour notre émission d'avant-match. On détaillera évidemment les enjeux de cette finale en faisant quasiment un thermomètre, un baromètre, on va dire, des deux formations pour voir qui aura l'avantage dans cette série finale. Merci beaucoup Gilles Montandon, merci Geoffrey Vauclair, merci à toute l'équipe technique. Et puis rendez-vous, vous l'avez compris, jeudi. Bonne soirée à tous, bye bye.